Nous sommes de retour en studio et nous avons un invité de la matinale qui est le président Joseph Gabriel Yassé, qui est président du conseil régional des Grands Ponts. Et les Grands Ponts, c'est-à-dire Dabou, Grand Laou et Jacquesville. Et nous avons le plaisir également avec lui de recevoir sur le plateau certains chefs. Notamment, nous avons le chef, alors ici, Papa Agniro, chef Akradio, qui est avec nous. Bonjour. Et nous avons tout à l'heure M. Legré qui était le chef suprême des Avicam et M. Justin Sopi est encore avec nous, il est le chef du village de Grand Lac, c'est cela Grand Jacques, pardon, Grand Jacques. Et la question qu'on vous posait juste avant la page de publicité, c'était de savoir, on avait suivi, vous avez rectifié en disant que ce n'était pas un désaccord ni un malentendu, donc vous allez nous réexpliquer, mais on a senti que certaines choses n'avaient pas été faites par rapport à la livraison du pont. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Je disais que les chefs de terre, les chefs de village, le pont c'est une infrastructure de grande valeur. Et quand le pont avait commencé, il y avait eu les chefs de terre et les chefs de village qui sont allés faire des libations. Et pendant que le pont se faisait, il y avait des blocages, pas au niveau des chefs ou des chefs de terre, mais au niveau de ceux qui travaillaient. Et il fallait revenir pour encore voir ce qui empêchait quand même la finition du pont. Nous avons été saisis et en cela, c'est des choses que nous ne pouvons pas dire ici. Mais nous avons été saisis et connaissant nos traditions et nos coutumes, nous avons actionné nos mannes et nous avons pu quand même régler cette situation. Et on a trouvé le clou de ce qui empêchait la finition du pont. Et nous avons réussi cela, le pont a été achevé et nous sommes allés encore faire des libations pour qu'on nous remette le pont. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de malentendu quelconque entre les chefs d'aucune manière. D'accord, très bien. Alors, président Yassé, c'est quelque chose que vous gérez également au quotidien, c'est-à-dire la chefferie et puis l'administration également? Dans les prérogatives que l'État nous donne, nous avons une obligation de gérer les aspects sociaux du territoire, donc l'harmonie, les problèmes de sécurité. Donc nous avons une obligation d'être en symbiose avec la chefferie traditionnelle. Lors de nos sessions budgétaires, nous invitons la chefferie de Grand Laou, de Dabou et de Jacquesville à assister, à discuter sur le budget. Parce que nous avons deux instruments de développement. Nous avons le triennal et le budget. Et ils assistent au débat. Et je leur donne la parole, n'est-ce pas? Et ils nous disent, par exemple, Papa Agniro nous dit, à Akradio, vous m'avez dit que vous devez gérer un problème d'adduction d'eau, le centre de santé, la maternité, l'école, les travaux n'ont pas démarré. C'est vraiment pratique. Ils sont dans la gouvernance locale. Très bien. Donc je pense que... Et vous confirmez cela, la gouvernance locale. Très bien. Alors, en cas de problème, c'est vous qu'on vient voir? Oui. C'est cela? Oui. Par exemple, à Akradio, comment ça se passe? Décrivez-nous une journée à Akradio, une journée pour vous. Ben, en tant que chef du village, d'abord, je dois vous préciser qu'en pays à Doukourou, c'est les colons qui nous ont envoyé cette idée de chefferie. Sinon, chez nous, nous gérons le village par génération. Et donc, depuis... Alors, je vais me permettre de vous demander de pousser un peu le micro vers vous. Voilà, très bien, on vous écoute. Bien, alors donc... c'est le colon. La colonisation a fait qu'aujourd'hui, la chefferie existe. Et donc, la chefferie sert de courroie de transmission entre l'administration et le village. Voilà comment ça se passe. Et donc, quand il y a un problème administratif, nous actionnons les générations. S'il s'agit que ce soit un sachant ou des patriarches qui peuvent nous aider à résoudre ce problème, automatiquement nous le faisons. Pour ce qui concerne le conseil,
le conseil régional, puisque nous savons que le conseil régional sert de starting block du développement. Quand nous avons des problèmes, nous allons directement vers le conseil. Et jusqu'alors, ils nous appuient et ils font en sorte qu'au niveau du développement, nous nous en sortons sans problème. Alors, le fait qu'il y ait un pont qui porte le nom de son père, oui. C'est à vous qu'on a demandé la permission? Bon, à nous, il va de soi. Dès l'instant où le président Yassé a été pour nous le pionnier du développement, celui-là même qui a œuvré pour que le cercle de Dabou s'installe. Parce que c'est celui-là qui a fait que Dabou est devenu le cercle, le centre de cette région. Donc, il faut immortaliser son nom. C'est pour cela que nous n'avons pas posé de problème et que son nom soit sur ce pont. Alors, Président, il y a cette deuxième génération. C'est une lourde charge pour vous également? Oui, c'est une lourde charge, mais on a été un peu préparé par nos pères, qui à l'origine, il ne faut pas l'oublier, étaient des enseignants. Le président Houphouët était médecin de William Ponty, major de sa promotion. Mon père était enseignant, major de sa promotion à William Ponty. Nous avons eu une éducation un peu militaire qui nous préparait à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord, très bien. En tout cas, je veux vous remercier d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Et comment est-ce que je dois vous remercier pour respecter la tradition? Comment ça doit se passer? Bien, on dit Anna Djoukou. Je dois vous dire bien. Bien pour une seule personne, biara pour plusieurs personnes. D'accord, donc comme vous êtes plusieurs, je vous dis biara. Biara. Oui, ça c'est Anna Djoukou, au coin l'eau. Au coin l'eau. Au coin l'eau. Au coin l'eau. Ça. C'est ça. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Très bien, nous avons une compilation en ce qui concerne certains artistes qui viennent de cette région de la Côte d'Ivoire, de la région des Grands Ponts. Et juste après, nous allons devoir prendre congé, mais juste pour un temps, de notre invité de la matinale et recevoir d'autres personnes des rubriques que nous avons, notamment la rubrique éducation et santé. Ce sera pour tout à l'heure. Mais retenez que notre invité de la matinale sera avec nous jusqu'à 8h. À tout à l'heure. Mama, mama, I think your mama, mama. A poto, poto, a poto, poto, a poto, poto, a poto, poto. I think your man, I think it. Still. Oh, je viens d'Afrique et toi de quelque part là-bas. Tu vois que ma scène. Je t'ai vivre la salle de ma musique. Chacun son petit malin. Maman, 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 maman. Soko, 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 soko. À la gloire de notre Seigneur. Nous sommes de retour en studio. En tout cas, nous sommes très heureux de savoir que vous avez choisi de rester sur RTI 1. Pour l'heure, nous recevons le docteur Jean-Yves Diamana. Docteur, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, vous êtes biomédecin. Oui, biomédecin. On va définir la biomédecine. Merci. Je bénis Dieu et je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser aux téléspectateurs. En effet, la biomédecine, c'est une science exacte qui n'utilise que des éléments naturels obéissant à des ratios scientifiques en vue de venir à bout des pathologies. Le biomédecin, donc, il n'est pas prescripteur,
après avoir consulté le sujet malade, dit ici patient, il tient compte des ratios et il conçoit le traitement du patient pour éradiquer la pathologie. Voilà. D'accord, très bien. Alors la semaine dernière, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé d'infection urinaire chez l'homme. Vous avez donné un conseil mémotechnique pour éviter justement que l'infection puisse atteindre l'homme. Et ça a été très célèbre, très terre à terre, mais ça a vraiment fait son effet très célèbre. On pisse, on coupe, on pisse, on coupe. Voilà. Alors ça a été une réussite. Et cette semaine, nous parlons de la stérilité. Oui, merci. Et je veux dire à l'ensemble des téléspectateurs, toutefois que nous sommes conviés à ce plateau télé, prenez un calepin, un bic, parce que vous aurez toujours une grâce de la nature qui vous sera révélée, afin que vous en fassiez usage pour votre bien-être. Ainsi donc, nous pourrons contribuer à l'avancée de cette nation. Définissons d'abord la stérilité. La stérilité, c'est l'incapacité de féconder. La stérilité elle-même n'est pas une maladie. Je veux dire, tout praticien de la médecine qui fait une telle approche serait une approche erronée. La stérilité n'est pas une maladie. La stérilité, c'est l'incapacité de féconder. Elle s'inscrit sur deux angles. Il y a la stérilité dite primaire. Je suis M. Diamanan. J'ai l'aspect physiologique. J'ai l'âge pour procréer. Je désire féconder. Je n'ai pas d'enfant. C'est la stérilité dite primaire. Il y a la stérilité dite secondaire. C'est l'incapacité de procréer après 1 ou 2 enfants. Pourtant, la reine n'obéit pas à un planning familial. Je m'explique. J'ai un enfant avec mon épouse. Nous désirons concevoir un autre. Nous n'en trouvons pas. C'est la stérilité dite secondaire. Quel que soit l'angle sous lequel ça se place, la stérilité andrologique chez l'homme ou gynécologique chez la femme découle d'un certain nombre de pathologies. Chez l'homme, nous avons étudié que les infections urinaires peuvent donc engendrer par la présence des germes l'éradication de l'enzyme. L'enzyme, c'est un élément périn qui est dans le liquide appelé sperme, qui lorsqu'il est émis, permet au sperme de vivre en dehors du canal émetteur qui est l'homme 48 heures sans toutefois que les spermatozoïdes meurent. Donc lorsque l'enzyme n'existe pas, le sujet qui émet le sperme, ce serait utopique de prétendre pouvoir, donner la capacité de procréer à son épouse, donc l'ancienneté, pour tirer un thème terre à terre pour qu'on me comprenne. Dans le sperme, il y a une matière essentielle qu'on appelle les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont les éléments procréateurs qui, lorsque ça rentre à mon épouse, empêchent la venue des menstrues pour le mois prochain. Or, lorsqu'un sujet fait une infection urinaire, les germes de l'infection urinaire vont éradiquer ces deux éléments principaux qui sont dans le sperme. Parce que le sperme, en tant que tel, c'est un liquide. Il est composé de deux constituants essentiels, dont l'enzyme et les spermatozoïdes. Donc, lorsque vous faites une infection urinaire, vous courez, au point de vue andrologique, le risque de l'incapacité de féconder, appelé ici stérilité. Au niveau de la femme, nous avons étudié en gynécologie qu'il y a des facteurs prépondérants. Entre autres, les fibromes, les kystes ovariens, la dystrophie ovarienne et les absences de menstrues. Vous comprenez? Et lorsqu'une femme est sujet à des fibromes, ce serait difficile de concevoir. Lorsqu'elle est sujet à une dystrophie ovarienne unilatérale ou bilatérale, il faut expliquer la dystrophie. La dystrophie ovarienne, c'est quand les ovaires sortent de leur proportion datant et prennent un volume disproportionné. On parle de dystrophie en gynécologie quand les ovaires grossissent. Il y a des facteurs qui peuvent engendrer cela. Je vais d'ailleurs dire à mes parents de noter, parce qu'en Afrique, il y a une conception erronée qui dit, lorsque votre fille fait des règles douloureuses, il faut éviter de la traiter. Parce que si vous la traitez, qu'elle élève, elle pourrait contracter une grossesse pendant son cycle scolaire. C'est une conception très erronée. Les règles, les menstrues, donc, d'où ça tient son appellation, c'est la venue chaque fin de mois du sang. L'émission du sang chaque fin de mois, d'où l'appellation menstrue. Donc, lorsque les menstrues viennent difficilement, c'est qu'il y a une obstruction tubaire. Donc, il fait une rétention du sang qui va s'entreposer sur les ovaires. Donc, le sang retenu, qui n'était pas censé rester dans l'organisme de la femme, va se poser sur les ovaires et la femme va développer ce qu'on appelle les dystrophies ovariennes. Vous comprenez? La prise de pilules sans prélèvement sanguin. En déontologie de médecine, en gynécologie, lorsqu'une femme doit prendre des pilules, on prend le sang en analyse pour voir la conformité. Je prends le cas des femmes qui font des avortements. Ça pourrait entraîner des myomes, vous comprenez? Donc, ce que les spectateurs doivent retenir, c'est que la stérilité, c'est l'incapacité de procréer, qui découle d'une pathologie andrologique, donc chez l'homme, ou une pathologie gynécologique chez la femme. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question, quand on parle de stérilité, pourquoi est-ce que le plus souvent on associe ça à la femme? Non, c'est une conception empirique, elle est très erronée. J'allais en venir d'ailleurs pour dire à l'ensemble, nous les praticiens de la médecine, lorsque nous recevons une entité du couple, nous avons le devoir d'interpeller la deuxième entité, c'est-à-dire l'homme. Vous comprenez? Parce que c'est biaisé d'explorer une entité de manière isolée et prétendre avoir un résultat. C'est une conception très erronée. En Afrique, souvent on le dit, quand il n'y a pas d'enfant, c'est la femme. Permettez que je donne une image, la femme est comme une barrique.
Vous comprenez? La barrique est ouverte, elle attend de recevoir de l'eau. Si je suis l'homme qui doit transporter de l'eau pour mettre dans le vase, je ne mets pas l'eau essentielle pour que ce soit rempli. Pourquoi est-ce que vous souhaitez que le ventre pousse? Il faut arrêter de penser ainsi. Et parce que la tendance, la confusion réside dans ce domaine. Vous pensez, les hommes croient que la virilité est synonyme de la fécondité. On peut être viril, c'est-à-dire avoir toutes les dispositions physiologiques, la capacité andrologique de satisfaire son épouse, sa partenaire, pendant les rapports sexuels, émettre le sperme. Si le sperme ne comprend pas l'enzyme qui est l'élément périn et les spermatozoïdes qui sont censés engendrer la procréation, on peut être viril et ne pas féconder. Donc, il ne faut pas penser que lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le couple, le problème relève de la femme. C'est une conception erronée. C'est pour ça que dans le protocole médicinal, on reçoit les deux entités du couple. On va faire le spermogramme chez l'homme. On le soumet à un protocole de 3 jours de rapports successifs. 3 jours sans rapport. Le 4e jour, après ces 3 jours sans rapport, il vient, on prélève le sperme. On va faire le cytogramme, le gramme, la culture. Les 3 éléments faits vont nous permettre de savoir que le sujet en face de moi a les spermatozoïdes normaux et l'enzyme est présent. Chez la femme, le protocole va jusqu'à l'écho abdo-pelvienne. C'est l'écho abdominal parce que la colopathie fonctionnelle peut engendrer la stérilité gynécologique. Ça, beaucoup ne le savent pas, il faut qu'on le dise. La colopathie peut empêcher chez la femme la venue de la glaire cervicale. Or, la glaire cervicale est un indice de fertilité. Donc, lorsque nous recevons la femme, au-delà de l'écho pelvienne, qui va révéler le niveau des ovaires et les dispositions de l'utérus pour voir si c'est homogène et libre, nous faisons l'écho abdominal. Quand dans les ratios, la femme me dit qu'elle est constipée. Ça nous permet de savoir pourquoi il n'y a pas la glaire cervicale. Parce qu'une femme qui ne voit pas sa glaire cervicale, c'est utopique de prétendre féconder. Bon, donc je veux dire, c'est un ensemble d'examens auxquels nous soumettons les sujets, mais il est ici bon de comprendre, et je le dis à l'ensemble des téléspectateurs, la virilité sexuelle chez l'homme n'est pas synonyme de fécondité. La virilité, c'est la capacité de satisfaire. Maintenant, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Vous avez énuméré les différents cas qui sont les causes. Souvent, les causes, oui, les causes rencontrées. Maintenant, qu'est-ce qui est possible? Pour pouvoir féconder. Mais il faut s'inscrire dans le protocole de consultation. La consultation part d'abord de l'échange verbal. Le praticien tient donc ses ratios à partir de l'échange avec les sujets désirés de féconder. Et au deuxième niveau, les ratios vont engendrer les examens. On peut aller chez l'homme à l'analyse des 3 paramètres du sperme, cytogramme, gramme, culture. Chez la femme, on fait l'écho abdo-pelvienne. Et au sortir des résultats, le praticien est censé, singulièrement à biomédecine, faire un traitement personnalisé. Mais je veux dire à nos mamans, à nos sœurs qui souffrent des menstrues douloureuses, voilà une recette naturelle. L'Afrique est bénie, nous avons tout dans la nature, c'est une grâce de Dieu. Il est dit dans Somme 104, verset 14, que Dieu a fait la nature pour le service de l'homme. Vous prenez juste des feuilles fraîches de cotonnier. Pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses, arrêtez cette conception pour dire si on traite ma fille, elle pourrait être enceinte. Pour être enceinte, ce n'est pas sur un terrain de football. Il faut avoir des activités sexuelles. Donc je veux dire, il ne faut pas s'attendre à dire non, si je la traite, si elle guérit des règles douloureuses, elle pourrait faire un enfant. Vous êtes en train de signer un bail avec la stérilité, parce que si elle fait 2 ans, 3 ans, 5 ans de règles douloureuses, elle pourrait être sujet à une dystrophie ovarienne, ou bien ça peut engendrer, je veux dire, des myomes. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut prendre des feuilles fraîches de cotonnier. Vous prélevez les racines secondaires des cotonniers. Vous prenez les 2 ensemble, pas la racine principale. Vous prenez les 2 ensemble, vous faites une décoction. C'est la cuisson des 2 éléments naturels. Le liquide que vous obtenez après cuisson des 2 éléments est appelé ici décoction. La jeune fille ici prend un verre matin, un verre le soir. Elle a 21 jours de traitement pour se débarrasser des règles dites douloureuses. Ainsi donc, ses ovaires pourraient être libres et dans l'avenir, elle pourrait ajouter un plus à la société ivoirienne. Très bien. Voici qui est clair. C'est bon. D'accord. Très bien. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Eh bien, Docteur Diamana, c'est 06 39 14 71 06 39 14 71 06 39 14 71. Et 06? Vous dites? Et 06? J'ai dit 06 39 14 71 40 83 33 10. C'est les 2 numéros sur lesquels nous pouvons être joints. Très bien. Merci à vous, docteur. C'est nous qui vous et remercions. on vous retrouve avec bonheur la semaine prochaine. Merci, que Dieu le permette, qu'il porte la main sur vous. Amen. Nous recevons dans le cadre de nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing des personnalités. Il s'agit du capitaine Blé Séraphin. Capitaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de la formation à l'EFA. C'est ça. Et le capitaine Loïs Siapa, c'est ça. très bien. Diomandé. Vous êtes commandant de la 45e promotion des élèves officiers d'active.
C'est ça. Très bien. Alors, quel est l'événement qui vous emmène sur notre plateau? Alors, merci, madame. Nous sommes là ce matin pour annoncer la fête annuelle de l'École des Forces armées, édition 2015. Mais avant, permettez-moi, au nom du colonel Kwame Joseph Allah, commandant l'École des Forces armées, de remercier monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des Forces américaines de Côte d'Ivoire, qui a permis notre passage sur les antennes de la télévision, ainsi que la direction générale de la RTI pour les facilités offertes. Cela étant dit, nous sommes là ce matin pour annoncer effectivement que la fête annuelle de l'École des Forces armées édition 2015 aura effectivement lieu le mardi 4 août 2015 sur le site de l'école à Zambakro. Et cette fête est placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et sous le parrainage de Monsieur Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Très bien. Et cette fête, en quoi est-ce qu'elle va consister? Alors, les grandes lignes pour les grandes lignes de la fête, je vais laisser le soin au capitaine Louis Siapa, qui est le commandant de la promotion sortante de la 45e, pour vous donner les détails de cette fête, si vous le voulez bien. Je vous en prie, allez-y. Alors, ok, donc cette fête débutera à 8h45 avec l'installation des officiels et des invités. Donc, la cérémonie proprement dite débutera à 10h15 avec l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ou son représentant. Après quoi, la cérémonie sera déclinée en 4 grands tableaux. Et le premier tableau, c'est le baptême de la 46e promotion. Voilà. Après, il y aura la relève de la garde au drapeau. Le troisième tableau, le moment solennel, c'est la remise d'épaulettes de sous-lieutenant et de lieutenant à la 45e promotion cohésion, avec pour parrain Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et les galons de lieutenant à la 9e promotion des médecins élèves officiers. Après quoi, le dernier tableau, c'est le discours de Monsieur le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Donc après, il y aura un défilé qui va clore la cérémonie. Et suivra le cocktail et la photo de famille. Très bien. Voilà. Nous avons vu pendant votre exposé des plans. Et vous allez nous expliquer qui sont ces personnes-là. Okay. Donc, sur ce plateau, nous avons des élèves officiers d'actifs de 2e année, la 46e promotion. Donc, ils sont 3 avec un élève stagiaire, la 9e promotion des médecins élèves officiers d'actifs. Voilà. D'accord. Très bien. Et c'est récent, l'intégration des femmes? L'intégration des femmes, ce n'est pas récent. Il y a longtemps que cela a débuté. L'intégration des femmes pour les médecins élèves officiers, nous avons deux médecins, 2 stagiaires féminins. Au niveau de la 45e promotion, à promotion sortante, il y a un élève stagiaire féminin et la 46e promotion. Ceux qui vont passer en 2e année, ils sont au nombre de 4. D'accord. Sur ce point, je voulais ajouter que la première promotion de femmes officiers d'actifs a intégré l'école des forces armées en 1998. Donc cette promotion est déjà officier supérieur, son commandant. D'accord. Voilà. Alors, officier d'actifs, pour les profanes que nous sommes, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles deviennent demain? Les officiers d'actifs, ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui ont été recrutés sous concours et qui intègrent l'école de formation d'officiers et ils se préparent au bout de 2 années à intégrer la vie active, je dirais, militaire. Et donc, pendant leur temps de formation, ils reçoivent une formation qui leur donne un savoir-faire, un savoir-être pour leur permettre, au sortir de cette formation-là, de mieux assumer leurs responsabilités d'officier et de cadre de la nation dans tous les domaines. D'accord, très bien. Alors, on réalise que les épaulettes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elles, c'est rouge et pourquoi eux, c'est bleu? Je pense qu'ils sont mieux placés pour dire, mais bon, déjà, ceux qui portent les épaulettes rouges, ce sont les médecins élèves officiers, et ceux qui portent les épaulettes dorées, ce sont les élèves officiers
d'active D'accord. de deuxième année. De deuxième année. C'est D'accord. Très bien. Maintenant, je vais vous demander si vous avez un appel à lancer ou un message à passer. C'est le moment de le faire avant de conclure. D'accord. On va laisser la parole aux élèves, mais je voudrais déjà lancer un appel solennel à toute la population de Yamoussoukro, à tous ceux qui aiment vraiment l'école des forces armées, à nos élus anciens de venir soutenir ces jeunes qui sont là pour la réussite de la fête. Et le dernier mot va leur revenir pour qu'ils puissent quand même Très bien. Un lancer un appel à l'endroit de leurs parents. Bien, nous remercions. Vous allez parler beaucoup plus fort. Voilà, nous remercions déjà tous nos supérieurs qui nous ont formés durant ces 2 années. Et là, nous nous sentons prêts pour la vie active. Nous nous sentons prêts pour la vie d'officier. Et dans le cadre de cette fête, nous invitons toutes les populations de Yamoussoukro et aussi nos illustres aînés et ancêtres, c'est-à-dire ceux qui ont fini l'école d'officier depuis bien des années. Nous les invitons à venir assister à notre cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes le mardi 4 août à l'école des forces armées de Zambako. Très bien. À partir de quelle heure? La mise en place sera terminée à partir de 7h30. Très bien. D'accord. Merci en tout cas. Et puis plein succès. Merci. On vous souhaite. Les contacts, S'il vous plaît. Voilà, pour les contacts, vous pouvez joindre l'école des forces armées, le comité d'organisation au 01 65 97 41, au 07 90 74 64 et au 30 64 31 97. On peut reprendre le téléphone, s'il vous plaît? Je reprends les différents contacts. 01 65 97 41, 01 90 74 64 et le 30 64 31 97. Je vous remercie. Capitaine Blé Séraphin, directeur général adjoint de la formation à l'EFA, et le capitaine Loï Siapa Diomandé, donc commandant de la 45e promotion des élèves officiers d'active. Merci à vous. Merci, madame. Il est temps pour nous de vous proposer une page de publicité et nous poursuivons avec plaisir la suite de cette matinale, c'est-à-dire nous allons recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing et nous allons recevoir notre invité de la matinale, M. Yassé, qui est donc président du conseil régional des Grands Ponts. À tout de suite.